Bonjour à tous, donc je suis Jennifer Coq, je suis chargée de mission à la Technopole Saint-Brieuc-Armor. C'est une mission d'intérêt général qui est financée principalement par la région Bretagne et qui est portée par l'association Zoopôle Développement. Donc nous accompagnons des entreprises innovantes de toutes filières. Aujourd'hui, et dans ce cadre-là, nous vous proposons un webinaire sur le sujet des premiers pas à l'international. C'est un sujet que nous vous proposons en ce début d'année aussi parce que nous voulions une note positive pour cette année 2021 et nous espérons qu'elle verra naître ou grandir de beaux projets. Voilà, donc aller vers des marchés étrangers, ça signifie aussi se développer sur des terrains qui sont moins connus ou inconnus. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous outiller et de partager avec vous des bonnes pratiques, des étapes indispensables pour une bonne préparation sur ces marchés. Donc, pour cela, nous avons invité deux intervenants des structures de proximité. Donc, nous avons avec nous Aymeric Guilloux, qui est conseiller en développement international chez Bretagne Commerce International. Bonjour Aymeric. Bonjour, merci. Et nous avons également Sabine Launay, qui est chargée d'affaires internationales chez BPI France. Voilà. Bonjour. Bonjour Sabine. Donc, je vais rapidement leur laisser la parole parce qu'ils vont pouvoir vous donner, je pense, quelques clés pour bien démarrer cette aventure. Donc, nous commencerons par une présentation d'Aymeric, suivie d'un petit temps de questions. Et puis ensuite, Sabine Lenay viendra compléter cette présentation avec un temps de questions aussi à la fin. Voilà, je laisse la parole à Aymeric. Alors, déjà, pour commencer, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence ce matin et meilleurs vœux encore. Voilà, pour me présenter donc rapidement, donc Aymeric Guilloux, conseiller en développement international donc chez Bretagne Commerce International, dont le siège est basé à Rennes. Donc, je vais vous parler un petit peu de Bretagne Commerce International dans un premier temps pour vous présenter un petit peu la structure et voir comment est-ce que celle-ci peut aussi vous accompagner dans vos premiers pas et puis dans votre déploiement à l'étranger. On regardera dans un second temps, je voulais faire un petit focus sur les cycles de vie, je dirais, d'une entreprise innovante et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut vous accompagner à chaque étape. Voilà, ne pas brûler les étapes et puis justement essayer d'y aller step by step et progresser le plus sereinement possible parce que l'international, c'est formidable, mais c'est un parcours de longue haleine et semé d'embûches, donc il faut y aller crescendo en se prémunissant. Un point également sur quelque chose que nous faisons de façon assez régulière lors de fondamentaux du commerce international, c'est-à-dire faire un point sur les prérequis pour se développer à l'export. Donc on réévoquera un petit peu les aspects organisation, structure interne, internationalisation de l'entreprise, quels sont les points de vigilance auxquels qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on s'internationalise. Et on évoquera aussi tout ce qui est circuit de distribution notamment. Donc l'idée au travers de ça, c'est de faire ce matin, je dirais, quelque chose d'assez général. Bien évidemment, chaque entreprise est spécifique. Certains d'entre vous sont sur du produit, de la production, d'autres sur de l'applicatif. Donc on va avoir certainement des problématiques qui peuvent être différentes. Cependant, voilà, il y a un socle commun quand même, je pense, dans l'approche globale, dans l'approche internationale. Et puis, en effet, derrière, un ajustement à avoir au cas par cas. Et enfin, donc, pour terminer ma partie, on évoquera aussi ce sur quoi on joue un rôle avec le conseil régional donc, chez BCI. Ce sont les aides régionales dédiées à l'export. Donc, je vous ai fait un petit récap de finalement ce qui est disponible aujourd'hui pour les entreprises éligibles. Et on reparlera également des aides nationales pour l'export. Je pense notamment au plan de relance export dont vous avez peut-être entendu parler en fin d'année dernière, qui peut cette année vous permettre là aussi de mener des actions au travers de prestataires à l'international et justement d'aller, je dirais, sonder, voire démarrer de nouveaux marchés, je l'espère. Donc, pour commencer, Bretagne Commerce International, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte,
Donc, c'est une association finalement qui dépend du Conseil régional de Bretagne et de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Comme je vous l'indique, partenaire exclusif de la Team France Export. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, BCI, comme on l'appelle, est finalement un petit peu l'outil international donc, de la région Bretagne, qui a deux missions principales. La première, accompagner les sociétés bretonnes dans leur développement à l'international, mais aussi, à titre d'information, une action auprès des investisseurs directs étrangers, c'est-à-dire justement faire accompagner des entreprises étrangères qui voudraient s'installer sur le sol breton. Donc voilà, c'est les deux missions, ce sont les deux missions clés de BCI pour synthétiser un petit peu les choses. Je précise sur cette slide une proximité sectorielle et géographique avec une présence dans les CCI territoriales. J'entends par là, et on va le voir par la suite dans le mode d'accompagnement, que vous avez dans chaque département, puisque aujourd'hui on a beaucoup de participants qui sont dans les Côtes d'Armor, mais on a aussi, donc j'ai cru comprendre, une société du 29. Vous avez dans chaque département donc un conseiller stratégique qui vous accompagne voilà, sur l'aspect structurant à l'international et un ou une conseillère réglementaire également qui vient en appui pour répondre à toutes les questions, les problématiques qui peuvent se poser justement sur vos problématiques administratives, entre guillemets, ADV. Je pense aux problèmes de douane, je pense aux problèmes d'Incoterm, enfin voilà, tout ce qui peut toucher aux aspects réglementaires, transport, logistique. Voilà, donc c'est bon à savoir. Faut savoir que donc à Saint-Brieuc, j'ai une collègue donc qui est Annie Lemasson qui s'occupe de la partie réglementaire, donc qui peut vous venir en appui. Moi, pour ma part, c'est plus sur la partie structurante. Et donc, ce modèle est dupliqué dans chacun des départements de la région. Voilà. Donc, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi au travers de BCI, c'est qu'on travaille énormément sur la veille marché. Donc, on a un site internet qui est très riche et très fourni, donc qui peut vraiment vous être utile en cas de recherche d'informations. Donc, on a comment dirais-je, on a une équipe de 4 personnes qui travaillent au quotidien, je dirais, pour comment avoir des informations les plus fiables possibles. Alors, les derniers sujets chauds, évidemment, sont le Brexit, par exemple, où on a énormément approfondi les choses pour que les entreprises aient un maximum d'informations en amont et aujourd'hui aussi en aval. Donc, c'est pareil, on fait des réunions d'information en mode distanciel, mais ça permet d'être au courant avec de l'information fiable. Et le fait d'être finalement l'outil aussi donc de la région pour la partie internationale fait qu'on a aussi des relations de proximité donc avec des organismes tels que les douanes notamment, donc qui notamment interviennent pour ce genre de problématiques sur des webinaires pour tenir les entreprises le mieux informées possible. Et voilà, ce que je veux dire, ce que je veux vous inciter, là où je veux vous inciter, c'est regarder sur le site de BCI, aller chercher de l'information, renseignez-vous. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos conseillers en territoire. Vous aurez la liste des contacts à la fin du webinaire, mais tout ça pour, voilà, dans un premier temps déjà, avoir bien notion qu'on est là pour vous accompagner sur votre développement international et qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très attrayant et très excitant, mais il peut y avoir aussi pas mal de difficultés que l'on rencontre au quotidien. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect BCI dans son ensemble. On va rentrer par la suite dans le cycle de vie d'une jeune entreprise innovante. Donc, comment BCI vous accompagne? Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a des conseillers donc, stratégiques sur la partie développement international, des conseillers réglementaires, et on a également une équipe de chargés d'affaires. Donc, on a 5 personnes donc, qui se partagent les principaux, on va dire, secteurs d'activité. Donc, peut-être que certains d'entre vous qui connaissez Nicolas Plantis, par exemple, qui est le chargé d'affaires sur la partie nouvelles technologies, va-t-on dire. Donc, il peut là, lui aussi, vous accompagner derrière dans le déploiement commercial de votre entreprise à l'export et on le verra par quel biais par la suite. Et voilà, donc finalement, dans chaque secteur d'activité, que ce soit l'industrie, les nouvelles technologies, l'agroalimentaire, l'agriculture ou les biens de consommation, on va avoir un expert métier finalement qui va pouvoir venir vous accompagner dans l'aval de la démarche, sachant que nous, sur la partie conseil justement structurant et réglementaire, l'objectif c'est justement d'être là en amont pour vous accompagner, mieux vous préparer et ensuite pouvoir vous déployer le plus sereinement possible au travers de stratégies auxquelles on aura pu éventuellement réfléchir ensemble ou de questions auxquelles on aura pu vous répondre. Donc là, je vous disais, comment BCI vous accompagne? Donc 4 phases pour une entreprise innovante. Donc je suis reparti d'un modèle en fait où on est un peu sur l'évaluation du projet, un petit peu en mode POC quelque part.
Le mode lancement, avec un chiffre d'affaires, bon, il fallait prendre une fourchette, mais on est sur un chiffre d'affaires entre 0 et 300 K euros. Le développement, donc au-delà de 300 K euros, quels sont les outils qui peuvent vous accompagner justement dans votre développement. Et enfin, la partie déploiement. L'intérêt ce matin aussi de faire cette présentation conjointement avec Sabine, donc Sabine Launay de BPI, c'est là aussi, c'est qu'on travaille de façon très complémentaire. Et dans cet aspect lancement, développement, déploiement, il va y avoir l'aspect financement et budgétisation qui va être très important. Et donc, c'était aussi tout le sens, je dirais, de ce webinaire en commun pour vous apporter les clés, c'est-à-dire à la fois l'organisation, comment est-ce qu'on s'y prend, mais aussi demain, comment est-ce qu'on le finance pour pouvoir y aller. Et ça, pour le coup, c'est quand même essentiel si on veut se déployer à l'international. Donc dans la première phase, en fait, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui au travers de nos services? C'est ce que je vous incite à regarder et à faire auprès de vos conseillers territoriaux. Donc on parle donc du conseiller stratégique, du conseiller réglementaire. Comme je vous le disais, voilà, on va commencer généralement à avoir des entreprises qui viennent nous voir quand elles veulent commencer à exporter, néo, primo exportatrices, voire parce que certaines ont eu des opportunités de la demande entrante qui est apparue et qui fait que l'export finalement démarre quasiment en même temps que l'activité domestique. Donc, on va organiser des workshops, donc des fondamentaux du commerce international. C'est typiquement le genre de réunion auquel on va faire un tour complet à 360 degrés sur les aspects stratégiques qu'on va voir nous ce matin pour le coup en partie, mais aussi donc sur les aspects réglementaires. Et du coup, ça vous permet déjà d'avoir une première feuille de route qui qui vous permet finalement de commencer à travailler un petit peu plus sereinement sur vos problématiques à l'international. L'intérêt aussi, c'est qu'à ce moment-là, ça permet aussi de nous rencontrer, ça permet de discuter, d'échanger. Donc, nos conseillers stratégiques, donc tout le monde a sa propre expérience, bien évidemment. Tout le monde n'a pas la prétention entre guillemets, de tout maîtriser dans tous les domaines d'activité. On en apprend nous aussi tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une équipe, qui est forgée quand même, qui a à minima une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années ou plus de compétences à l'export dans différents domaines d'activité. Donc là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir échanger sur du vécu, sur des bonnes pratiques. Et donc, ça permet de commencer à faire un premier travail, voir un petit peu où sont vos problématiques et commencer à travailler sur le sujet. J'évoque aussi ici tout ce qui est question INPI. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais c'est pareil, c'est typiquement le type d'institutions avec lesquelles on a des relations quand même assez étroites aussi. Donc là aussi, c'est pareil. Le but, c'est de faire de la mise en relation, de faciliter les choses. Et donc, pour vous, de pouvoir là aussi avancer sereinement, notamment donc, en protégeant tout ce qui est marque, voire produit selon ce que vous faites. Commencer à réfléchir aussi sur une stratégie de pricing parce que on est toujours en mode POC ici. Alors un point, c'est un point important, je pense aussi, c'est que qui dit POC ne veut pas dire forcément essai gratuit finalement de votre solution. Donc c'est aussi là tout l'intérêt, c'est de commencer à réfléchir sur quel prix export définir finalement, puisque vous ne vendrez peut-être pas votre solution ou vous ne la mettrez peut-être pas à l'essai chez un prospect au prix auquel vous souhaitez vendre. Cependant, il est très fortement recommandé quand même de facturer pour justement commencer à mettre le pied à l'étrier aussi à votre prospect et définir un petit peu sa fiabilité finalement. Je dis ça parce que c'est vrai que on a tendance parfois quand on travaille notamment avec des gros acteurs et qu'on a envie de tester sa solution, de donner la possibilité de tester et souvent on va vous le demander gratuitement, pas toujours mais souvent. Il n'en reste pas moins qu'il est important aussi de commencer à mettre un petit peu les choses au clair avec ces prospects-là et malgré tout d'essayer de facturer un minima au moins pour couvrir vos frais, je veux dire, parce que sinon c'est vraiment c'est dommage. Si on passe vraiment à côté de quelque chose et je pense que là-dessus il faut être très vigilant. Sur la partie conseil réglementaire, voilà ce que je vous disais, les aspects réglementaires et ceux-là ils vont être nombreux à considérer. Donc encore une fois, tout va dépendre là aussi de votre secteur d'activité, mais c'est un point sur lequel il faut vraiment travailler l'entrée de jeu. Les aspects techniques, on est plus là sur des questions logistiques notamment. Et donc dans cette première phase, on va se retrouver donc avec le chargé d'affaires BCI aussi, qui lui va vous être donc potentiellement présenté. Donc c'est l'intérêt de commencer à se connaître, voir un petit peu quelles sont vos ambitions de développement, commencer à utiliser les outils de chez BCI, comme je vous disais tout à l'heure, notamment au niveau de la veille et ainsi de suite, voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez récolter de l'information pour quelque part commencer à vous préparer et à vous projeter sur les marchés potentiels que vous visez.
Et enfin, voilà, regardez un petit peu aussi pour vous quels sont les potentiels salons qui peuvent être intéressants dans votre démarche de prospection, peut-être dans un premier temps en tant que visiteur avant d'être exposant. Mais voilà, c'est vraiment commencer à établir cette feuille de route à ce stade de la partie. Je dirais aussi un point à ce stade du POC, avant même de passer à ce que j'appellerais donc la phase de lancement. À ce stade du POC, c'est très bien de commencer déjà aussi à regarder le développement international. Souvent, j'ai envie de dire, on essaie de se développer, et puis bah, des fois, c'est la réalité, le quotidien de l'entreprise qui fait qu'on se développe sur son marché domestique, et on se dit, une fois que je serai solide sur mon marché domestique, je pourrai commencer à regarder à l'international. Je pense qu'il est déjà intéressant dès le début, parce qu'on est quand même sur deux mondes complètement différents, de regarder tout de suite comment les choses peuvent se faire pour l'international. Je ne dis pas forcément que vous démarriez dès le premier jour, mais en tout cas, commencez déjà à rentrer dans cette logique d'internationalisation de l'entreprise, que ce soit sur les bonnes pratiques, mais aussi pour le staff, je dirais, dans l'entreprise, de façon à ce que tout le monde, quelque part, commence à se mettre à l'esprit que bah, cette internationalisation est à la fois quelque chose d'important, mais aussi pour des questions, je pense, pour être plus viable sur la durée, quoi, quelque part. En termes de lancement, donc la phase en fait où on qualifie un chiffre d'affaires. Alors là c'est pareil, il fallait établir une échelle, mais voilà un chiffre d'affaires on va dire inférieur à 300 000 euros. Donc voilà, donc toujours au travers de votre accompagnement, donc le conseiller stratégique. Donc là on va commencer à regarder des outils tels que vos moyens de communication notamment pour mieux vous faire connaître, notamment au travers de la traduction. Donc on verra tout à l'heure notamment le Pass Export communication que propose le Conseil régional de Bretagne qui peut financer partiellement ses dépenses. On va commencer à se poser des questions là-dessus. Au niveau du réglementaire, on va regarder un petit peu plus comment se gère l'offre, les commandes en interne. Regarder un petit peu aussi les réglementations et les spécificités des pays. En fonction d'un ciblage marché ou d'une prospection, comme je l'ai indiqué sous la partie chargée d'affaires, voilà, qui aura été travaillée aussi. Donc, ça va permettre là aussi de pouvoir se structurer et ne pas avoir de mauvaises surprises le jour où vous vendez votre produit ou votre solution et que pourquoi c'est bloqué en douane et ainsi de suite et qu'on se retrouve dans la difficulté parce qu'on n'a pas forcément anticipé tel ou tel problème. Donc, l'intérêt, il est là aussi, c'est d'avoir cette vision zone par zone en fonction de votre ciblage marché. L'appui logistique, donc ça c'est important aussi, il faut savoir qu'on travaille on fait souvent intervenir donc des transitaires ou des professionnels, donc c'est aussi l'occasion d'avoir des contacts. En général, pas mal d'entreprises nous contactent aussi pour savoir, bah tiens, j'ai telle ou telle situation, avec qui est-ce que je dois travailler. Alors, on n'est pas en train de faire plus ou moins la pub de telle ou telle entreprise, attention, mais je veux dire, on est capable d'aiguiller vers un panel de professionnels sur ces différents aspects. Après, à votre bon choix de décider avec qui vous souhaitez travailler ou pas. Le conseiller réglementaire vous accompagnera aussi sur les notions de sécurisation de paiement, parce que ça, c'est un point évidemment essentiel. Pas de comment dirais-je, pas de paiement, pas de vente. Au final, ça, c'est relativement simple, mais c'est tellement important. Notamment si on est sur de l'Europe, par exemple, ou en tout cas même de l'UE, j'ai envie de dire, travailler souvent par virement ou autre, c'est très bien. Maintenant, quand on commence, à partir sur des pays tiers, c'est des destinations un peu plus complexes, ce qui peut être le cas selon encore une fois votre secteur d'activité dès le début de votre action export. On peut se retrouver face à des modes de paiement qui sont différents. Je pense notamment aux lettres de crédit, ainsi de suite, et qui sont bien plus complexes, ou en tout cas sur le papier plus complexes à gérer, donc demandent quand même un minimum d'expertise. Et là aussi, c'est pareil, on a la possibilité de vous aiguiller encore une fois, vers des professionnels qui sont capables de vous apporter les bons conseils et nous-mêmes en amont, avec le recul, pouvoir là aussi vous apporter des réponses. Au niveau donc du chargé d'affaires, donc je parlais du ciblage marché tout à l'heure, donc pour une prospection active, donc ça c'est vrai que c'est important, même si encore une fois, qui dit ciblage marché ne dit pas forcément gravé dans le marbre quelque part, parce qu'on peut se dire bah tiens je me fixe 1, 2, 3 pays et puis demain matin se rendre compte que finalement c'est une autre destination sur laquelle son produit ou sa solution peut prendre. Ça fait partie de la vie de l'entreprise, j'ai envie de dire, mais c'est important de se fixer un cap dans un premier temps. On va pouvoir commencer aussi à travailler éventuellement avec nos prestataires agréés à l'étranger. Donc en fait, vraiment en bout de chaîne chez BCI, donc il faut savoir qu'on a à peu près
environ 150 prestataires dans un peu plus de 100 pays dans le monde. Donc, c'est très intéressant pour la partie déploiement commercial dans le pays concerné, pour de la prise d'information, pour de l'étude de marché, pour toutes les questions liées à l'implantation éventuellement commerciale, filiale ou autre, voire rattachement d'un salarié éventuellement que vous pourriez renvoyer sur tel ou tel pays. Donc voilà, donc on a toutes ces personnes qui travaillent avec nous, qui sont agréées BCI, donc voilà, qui peuvent là aussi en aval de la chaîne vous accompagner. On pourra regarder également à des missions de prospection à ce stade-là, encore une fois en fonction du ciblage, et passer peut-être le cap de la participation au salon en tant qu'exposant, pour justement, là ça y est, vous avez fait vos premières armes, vous commencez à avoir entre guillemets un petit peu d'historique, et c'est l'occasion justement d'aller dans le pays en question, dans le ou les pays en question, pour présenter votre produit ou marque, mais plus en tant que visiteur, mais bien en tant qu'exposant. Et là aussi, pour ce genre d'événement, il existe des solutions de financement. Donc c'est ce dernier point qu'on verra dans la présentation ce matin. Une fois qu'on est passé à la phase de développement, j'ai envie de dire qu'on peut commencer là aussi au travers de vos conseillers. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit peu de visibilité, on a potentiellement commencé à vendre, mais maintenant il va s'agir de structurer l'entreprise. On va proposer ce qu'on appelle des diagnostics, donc qui vont permettre un petit peu d'étudier la colonne vertébrale, qu'elle soit organisationnelle de l'entreprise ou réglementaire. Et là aussi, finalement, de graver un petit peu un plan d'action qui va vous accompagner, qui va pouvoir vous aider justement à fixer différentes étapes de façon à passer le cap, à continuer à progresser. Peut-être commencer à recruter à ce moment-là, parce qu'on commence là aussi à justifier finalement d'un besoin en recrutement. Donc là, de la même manière, il existe des solutions aussi et de l'aide potentielle au niveau régional justement pour financer ces recrutements. Au niveau du chargé d'affaires, donc voilà, on va plus peut-être à ce moment-là déjà passer en effet dans des missions de recherche partenaires distributeurs, voire dans des missions de prospection. Donc j'entends par là qu'on a déjà commencé quand même à avoir un marché ou deux qui commence à exprimer vraiment de l'intérêt. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment faire un focus sur ces destinations-là. Et donc savoir un petit peu où finalement chaque euro dépensé peut nous rapporter le plus. Et au niveau donc, des financements à ce moment-là aussi, on va pouvoir commencer à parler d'assurance prospection BPI, mais je laisserai la parole à Sabine sur ces questions-là tout à l'heure. Et donc ensuite, voilà, là, je veux dire, l'entreprise commence à être voilà, a fait son bonhomme de chemin finalement à l'international. Donc on va pouvoir au niveau, là aussi, RH, commencer peut-être à se poser des questions d'une personne sur place. Donc pour ça, on peut potentiellement envisager un VIE. Donc là, c'est pareil, il existe des solutions pour vous aider au financement de ce recrutement et également pour le rattachement de cette personne si vous n'avez pas forcément une filiale dans un premier temps dans le pays concerné. On va réévoquer l'AP, là aussi, l'assurance prospection, là aussi, pour vous aider au financement. Pardon. Le conseil réglementaire, donc là, on aura déjà passé un cap parce qu'il y aura quand même de l'expérience derrière. Et donc, on va plus être dans une logique d'optimisation des flux. Toujours dans une logique d'analyse de problématiques, export et assistance, puisque le but premier reste, quelle que soit l'étape, voilà, de vous accompagner, de répondre à vos questions et à vos besoins sur ces problématiques réglementaires. Je dis ça, on est aujourd'hui contacté par des entreprises au quotidien. Alors certes, on va avoir de la start-up, la TPE, de la PME, mais on va aussi avoir des structures bien plus établies qui n'hésitent pas non plus à poser des questions, voilà, sur ces problématiques-là, malgré déjà une organisation bien faite, hein, tout simplement. Enfin voilà, les choses sont bien en place, mais voilà, des problématiques se posent quand même sur des services ADV ou autres. Donc, ou selon le démarrage, par exemple, de nouveaux pays, il y a des aspects normatifs qui peuvent poser souci. Donc, les entreprises qui nous contactent aujourd'hui, avec lesquelles on travaille, sont vraiment de toute taille. Il faut bien l'avoir en tête aussi. Et donc, au niveau du chargé d'affaires, à ce stade-là, on peut commencer en effet à réfléchir peut-être à une étude d'implantation dans le pays en question, voir un petit peu quel est le meilleur moyen de s'y implanter au travers d'un bureau de représentation, d'une filiale ou autre. Ça, après, c'est potentiellement à définir en fonction, encore une fois, du type de business sur lequel vous êtes.
Donc voilà, et donc l'aspect RH, en effet, avec le côté, le fait de mettre potentiellement un VIE ou autre dans le pays en question. Et en dessous, dernier point, l'organisation de réunions d'information, puisque j'ai envie de dire, même si on avance dans le temps, voilà, les problématiques peuvent se complexifier aussi. Et donc voilà, toujours rester en veille justement sur les infos qu'on peut apporter. Je signale un point également, c'est vrai qu'on parle beaucoup de problématiques réglementaires, organisationnelles et autres. On n'apportera pas de conseils sur le plan juridique. Je tiens à le préciser, on n'est pas, conseiller juridique, avocat ou autre. Pour ça, on aiguille les entreprises vers leur cabinet de conseil. Mais nous, on ne peut pas se permettre de donner de conseils à ce niveau-là. On n'a pas le CAPA. Donc voilà. Mais cependant, on a régulièrement aussi des professionnels du droit qui interviennent sur des webinaires ou en présentiel selon, mais sur des webinaires en ce moment, sur des questions telles que les CGV la rédaction des CGV à l'international, sur différentes problématiques juridiques, les contrats de distribution. Donc voilà, avec des cabinets qui soient bretons ou français en général, voilà, qui peuvent là aussi, au travers de ces réunions, vous apporter un premier niveau de réponse, j'ai envie de dire, face à des problématiques que vous pourriez connaître là aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le point suivant, voilà, je revenais un petit peu sur tout ce qui était l'objectif, justement, puisque le titre de la réunion, c'est Premier pas à l'international. Donc, pourquoi se développer, voilà, et reprendre quelques points fondamentaux, quelques points clés. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est, dans un premier temps, de permettre la croissance de l'entreprise. La question, quand on la pose clairement, il est relativement aisé d'y répondre. Cependant, permettre la croissance de l'entreprise, oui, mais voilà, et après, derrière, il va y avoir, comme on le disait, de nombreuses problématiques qui peuvent malgré tout se poser. Donc le but quand même, c'est de trouver de nouveaux marchés, donc en essayant de travailler au plus proche en essayant de faire un ciblage marché qui soit le plus judicieux possible pour vous faire à la fois gagner du temps, être le plus efficace. Équilibrer le portefeuille client. Puisque le marché domestique c'est bien, la France, maintenant il peut y avoir en effet, selon ce que vous faites encore une fois, des perspectives importantes. Maintenant, une fois passé les frontières, c'est sûr que le monde est un terrain de jeu immense et que ça peut permettre en effet de réguler l'activité et voilà, de ne pas être uniquement dépendant de un ou quelques clients français importants et voilà, de pouvoir aller chercher du business additionnel que vous ferez croître au fur et à mesure. Améliorer sa compétitivité. Par là, j'entends le fait que selon ce que l'on fait aussi, alors si on est sur de l'innovant, évidemment, on peut le valoriser, le cycle de vie du produit faisant, on peut réussir à générer de la valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'en général, le but aussi d'aller à l'export, c'est aussi de valoriser un savoir-faire, c'est de valoriser son produit, sa solution. Et donc, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, générer parfois des marges supérieures à ce qu'on peut générer sur son propre marché. Réduire les coûts moyens par la quantité. Bon, là, on parle de façon générale. On est sur du produit potentiellement manufacturé, en effet, entre guillemets, en écrasant des coûts de production parce qu'on arrive à dégager des volumes plus importants à l'international. Et donc, par conséquent, on va pouvoir réduire ces coûts moyens. Réguler les ventes aussi. Donc là, c'est vrai que le côté activité saisonnière, le fait de vendre dans d'autres pays peut permettre justement de générer des ventes. J'ai un exemple d'entreprise, par exemple, qui travaille dans le milieu agricole sur de l'objet connecté et dans le monde céréalier. Son activité était quand même très forte sur la période, en France j'entends, et voire en Europe, sur la période juin-septembre, c'est-à-dire au moment des récoltes. L'avantage, si vous allez vendre en Amérique du Sud, par exemple, avec des récoltes qui sont 6 mois plus tard dans l'année, ça vous permet d'aller justement là aussi toucher de nouveaux prospects quelque part à une période de l'année où en Europe, finalement, vos prospects ou clients sont entre guillemets équipés. Et donc, ça fait que derrière, il y a tout un intérêt à exporter parce que cette question de la saisonnalité se pose dans bien des cas. Gagner en notoriété, bien évidemment, notoriété de la marque, notoriété de la solution. Après, il y a toujours ce côté aussi un petit peu plaisir et fierté, surtout quand on a développé ou créé son produit. Je veux dire, c'est bien de le voir se faire commercialiser en France, mais c'est quand même un plaisir. Et là, pour le coup,
Je trouve que c'est quand même le côté super sympa de l'export, c'est de se dire, bah, tiens, ma solution ou mon produit est aujourd'hui arrivé aux États-Unis, à Singapour, et même dans un premier temps, peut-être que dans des pays plus proches en Europe, mais en tout cas, c'est toujours très agréable, je trouve, de voir que le produit s'adapte à de nouveaux marchés et que ben, voilà, la notoriété, vous pouvez l'acquérir de façon progressive. Mais voilà, c'est un petit point positif. Il y a beaucoup de choses positives, encore une fois, à l'export et ça, c'est un point qui en fait vraiment partie. Au niveau de la partie organisation, structure interne, donc les prérequis. Donc c'est vrai que voilà, on parle toujours d'engagement, d'implication, de volonté de la direction sur la durée. Faire de l'export, voilà, c'est encore une fois, c'est une course de fond. Euh, c'est motivant, ça peut générer de belles ventes, ça peut générer de la notoriété, mais c'est difficile parce que vous allez souvent quand même avoir le client qui va vous demander le mouton à 5 pattes. Donc surtout qu'en plus, quand vous commencez avec quelque chose d'un petit peu innovant, où vous avez encore de la flexibilité, on n'est pas forcément sur du produit étagère. Donc là, ça peut être voilà, quelque chose qui est astreignant, parfois fatigant. En interne, c'est tout l'intérêt aussi, justement, c'est que dès le départ, voilà, en tant que chef d'entreprise, vous imprégnez vos équipes finalement de cette volonté d'internationalisation. J'ai envie de dire, si on prend un schéma, voilà, faut que du haut de la pyramide, ça descende dans l'entreprise pour justement bah, que tout le monde se sente aussi pleinement impliqué dans ces projets. Et c'est pour ça, là encore une fois, qu'il est vraiment intéressant de s'y pencher quasiment dès les débuts de l'activité de l'entreprise, même si ça ne se traduit pas par de la vente à proprement parler, mais déjà, voilà, mettre un petit peu tout le monde au parfum et pouvoir avancer en ce sens. S'assurer dans un second temps, alors dans un second temps, peut-être pas, mais voilà, s'assurer que le produit ou son savoir-faire est exportable, adaptable, innovant. Bon, c'est un petit peu la thématique du jour. Voilà, pour voilà, ne pas non plus arriver quelque part, être complètement déconnecté de la réalité. Il y a aussi le bon produit au bon moment. Bon, ça, c'est pas toujours facile, mais voilà, faut toujours l'avoir en tête. La capacité financière, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, vendre, se projeter à l'international, c'est bien, mais voilà, derrière ça a un coût. Donc je ne vais pas encore une fois m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment important de budgétiser le projet export, et d'autant plus une fois que l'on sait plus ou moins où est-ce qu'on veut aller. L'aptitude du personnel à travailler dans un environnement international. Donc là, je reprends un peu le premier point au-dessus de l'engagement et de l'implication de la direction sur la durée. Voilà, c'est aussi, en effet, avoir un staff qui est prêt à s'internationaliser, s'assurer des compétences en langues étrangères, parce que bon, bah, demain, quand il faut à minima quelqu'un quand même qui prenne le téléphone en anglais, quand vous avez un service ADV, qui soit capable de gérer les problématiques, ça peut paraître entre guillemets évident sur le papier, mais on se rend compte des fois que dans des structures qui sont même bien développées, c'est pas toujours le cas. Et donc c'est quand même hyper important d'avoir cette notion-là en tête, y compris dans votre recrutement quand vous étoffez vos équipes, vraiment avoir à minima voilà la compétence en anglais parce que ça peut être vous n'êtes pas aujourd'hui peut-être sur des trop grosses structures, donc c'est assez flexible. Il y a cette capacité justement à avoir les bons profils, mais cependant, c'est vraiment dès le début qu'il faut avoir cette notion de connaissance linguistique, un minimum en anglais. Les techniques de l'exportation, on est plus donc là encore sur la partie réglementaire, donc voilà, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est ADV, service après-vente, enfin voilà, bien maîtriser tous ces tenants et aboutissants. L'incapacité de production, donc là c'est pareil, on n'est pas forcément, c'est pas forcément adapté à tous les business, mais voilà, s'exporter c'est bien. Se dire que est-ce que demain je suis capable de répondre à tel ou tel appel d'offres, ok peut-être. Qu'est-ce qui se passe si demain je l'obtiens? Est-ce que je suis en capacité de répondre? Alors on a toujours envie de dire oui, parce que naturellement, ben, c'est voilà encore une fois, hein, c'est le but ultime. Mais voilà, bien avoir en tête sa capacité à se projeter en termes de production. Quand je dis production, je pense aussi approvisionnement, sourcing. Pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec une entreprise que j'ai l'occasion de suivre depuis maintenant quelques mois, qui a de la demande, qui se développe, mais cependant c'est un produit manufacturé, qui a pour certaines pièces des délais de 3 à 6 mois d'approvisionnement.
Mine de rien, quand vous prenez des commandes, que vous vous engagez auprès de nouveaux clients, distributeurs ou autres, et que vous vous retrouvez avec d'autres business en parallèle qui croient que ce soit en France ou à l'export, et qu'à côté de ça, vous avez des difficultés à vous approvisionner en matières premières, ça peut générer là aussi des problèmes. Donc, faut toujours être attentif à cet aspect-là, que ce soit à la fois en termes de sourcing ou en termes productifs quand vous répondez ou que vous êtes prêt à répondre à un potentiel prospect ou client. Et enfin, donc la capacité en temps homme, puisque c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon quand on est pris dans l'opérationnel. L'export, ça exige du temps. D'où l'intérêt à un certain moment peut-être, comme on le voyait dans la phase de développement tout à l'heure, de commencer à réfléchir à un recrutement à minima à mi-temps dans vos équipes capables de regarder un petit peu pour le développement export, le suivi des prospects, le suivi des prospects et autres. Mais voilà, parce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'aurez peut-être pas forcément faut pas rêver, le temps de tout faire. Donc voilà, ça va aussi dans un sens d'évolution progressive, on va dire, et il faut là aussi s'y préparer. En termes d'organisation, de structure, l'établissement d'un plan d'action et le budgété. Donc, pour le budgété, comme on l'a dit, voilà, l'aspect financement très important. Mais voilà, il y a cette notion de plan d'action, de boussole, de rétro-planning pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Donc ça, c'est important de le mettre quand même sur le papier pour vous. Une forme de rétro-planning. J'aurais tendance à vous conseiller de faire un plan d'action qui soit réaliste. Là, c'est pareil. Ça peut paraître évident, mais bon, des fois, en termes de projection, de volume de produits vendus ou autres, il faut être ambitieux, voilà, mais il faut quand même rester réaliste encore une fois. Et donc, il faut y travailler sereinement et puis se mettre des actions de progression en place en termes de structure qui là aussi soient réalistes dans le temps. De façon aussi à ne pas entre guillemets, se dégoûter parce qu'on est en train de parler, comme je vous le disais tout à l'heure, de vente à moyen long terme souvent et qu'il ne faut pas, c'est difficile. Courir un marathon de 42 km, c'est pas comme faire une course de 5 km. Globalement, ça demande pas la même capacité à accepter l'effort. Donc voilà, donc ciblez vos marchés prioritaires, ça c'est vrai que c'est un point essentiel. Encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que c'est définitif. Là c'est pareil, un exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de cette société qui travaille dans le monde céréalier, qui cible 3 marchés ouest européens parce que justement les productions céréalières sont très fortes. Et il se trouve que par le biais d'un contact entrant, son premier marché, finalement à l'export, devient un marché d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Et bien évidemment, ancien grenier de l'Europe, donc il y a une forte production. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que vous pouvez vous fixer demain matin, pour des raisons tout à fait justifiées, tel ou tel pays. Il ne faut pas négliger le fait qu'en effet, il puisse y avoir finalement un changement à ce programme et donc vous amener à penser différemment dans votre stratégie et dans votre déploiement. Donc choisir votre gamme de produits et services. Donc là, c'est quand il s'agit d'une gamme une gamme de produits déjà un peu plus large. Voir un petit peu ce qui est le plus exportable finalement, le plus adapté aux besoins des pays que vous ciblez et aux cultures que vous ciblez aussi. Déterminer les circuits de distribution, donc ça c'est essentiel également, mais on le fera un petit point spécifique après. Identifier les actions à entreprendre, donc toujours dans cette logique, j'organise mon activité export et j'essaie de faire les choses dans le bon ordre, entre guillemets. Chiffrer l'investissement, toujours cette notion de budget. Identifier les appuis possibles, donc ça peut être les appuis, donc en effet, en amont de votre action, donc avec le rôle que propose par exemple le Zoopol, que peut proposer BCI, ainsi de suite, de façon à vous accompagner dans votre organisation et votre préparation à l'export, mais aussi justement en aval, voir un petit peu quels sont les organismes, parfois dans les pays en question, qui peuvent là aussi vous appuyer. Je pense à des syndicats ou autres d'experts dans vos métiers respectifs, qui peuvent là aussi vous venir potentiellement en aide ou en tout cas être source d'informations pour aborder les marchés de la façon la plus pérenne qu'il soit.
Et donc, simuler les résultats. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Être ambitieux, c'est bien, mais attention quand même. Voilà, faut se fixer des objectifs malgré tout, dans le temps. Aussi, essayer d'établir un petit peu si il y a du potentiel concurrent ou en tout cas des choses similaires à ce que vous faites, même si vous apportez de l'innovation. Voir un petit peu quelle est la valeur de marché dans le pays en question pour voir aussi quel est le potentiel pour vous, quelle part de marché vous pourriez prendre ou ainsi de suite. Donc, ce sont des petits points, enfin, des petits points, des points essentiels, pardon, à travailler. Alors voilà, donc identifier les pays cibles. Donc ici, j'ai fait un petit résumé. Donc il y aura la vidéo. Je pense que vous recevrez les présentations aussi. C'est prévu, non, Jennifer, il me semble. Hein, Oui, c'est prévu. Oui, ouais, tout à ouais, fait. tout à fait. Voilà, donc bon, je ne vais pas forcément tout reprendre dans le texte, mais voilà, identifier ces pays cibles, là, ça permet d'avoir un petit peu une vision d'ensemble, voilà, des choses auxquelles il faut penser. Je pense notamment au réseau de distribution qu'il faut essayer de comprendre dans les pays, identifier ses concurrents et leur positionnement, bien évidemment, la définition de l'approche logistique, connaître voilà, les principaux salons professionnels. Les réseaux de distribution dans les pays, c'est pareil. C'est pas parce que dans un pays, vous allez être forcément distribué ou trouver une solution pour commercialiser votre produit que forcément dans le pays d'à côté ou ailleurs dans le monde, vous allez travailler de la même manière. Donc là, c'est pareil, il faut faire preuve de flexibilité aussi, hein, bien se rendre compte. On va le voir au travers des différents moyens de distribution possibles. Mais voilà, ça peut varier. Certains pays nécessitent d'avoir un agent très souvent, quoi que vous fassiez, ou en tout cas un relais sur place bien intégré dans les réseaux. D'autres, vous allez pouvoir travailler en direct ou alors passer par de potentiels distributeurs. Donc là, voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut savoir être flexible. Et un autre point aussi, donc voilà, approcher l'environnement normatif et douanier, donc essentiel puisque ces aspects-là peuvent malheureusement, en cas de pépin, coûter assez cher si jamais on n'a pas bien préparé les choses en amont. Et évidemment, ne pas hésiter à se déplacer dans le pays, puisque bah, ça reste quand même la meilleure façon de pouvoir à la fois observer et comprendre ce qui s'y passe pour s'y pencher et essayer de s'y déployer. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, donc comment préparer mon entreprise, donc définir le mode de distribution. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas tout relire non plus, à chacun de voir ce qui semble le plus juste. Évidemment, toujours disponible pour échanger sur la question, mais voilà, donc le côté je vends en direct. Selon aussi la phase de développement, ben voilà, je vais peut-être envisager un salarié en local, peut-être la filiale commerciale ou encore le bureau de représentation. Donc, à chacune de ces formules, des avantages, des inconvénients. Mais voilà, c'est un modèle à définir, encore une fois, en fonction précisément de ce que vous faites. Voilà, j'évoquais tout à l'heure une notion d'exportation sous-traitée, donc au travers d'un agent, par exemple, ou d'un distributeur. Voilà, l'agent, c'est vrai que souvent, dans quelques pays en tout cas, c'est important, puisque vous avez affaire à quelqu'un qui va être bien intégré dans les réseaux. Voilà. Et puis le distributeur, notamment sur du produit fini, c'est vrai que quand on commence son activité ou qu'on fait un premier salon par exemple, ben, on va être en effet satisfait de trouver la société capable de relayer votre produit sur place. Alors ça peut être donc l'achat et puis distribution à des clients finaux dans le pays, mais on a aussi souvent le cas sur des machines, par exemple, où il y a un service après-vente sur place à gérer. Donc, il faut trouver aussi des experts sur le plan technique et pas uniquement des personnes qui achètent et puis qui se prennent une marge à la revente et qui gèrent la distribution, l'aspect logistique. Mais voilà, aussi l'aspect technique et la capacité justement à relayer le message qui est le vôtre, puisque voilà, c'est pas vous sur place, c'est dans le pays en question qui relayez votre activité, votre produit. Voilà, donc ensuite, un point sur donc, comment rechercher ses futurs clients. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un peu reprendre les fondamentaux, donc créer et qualifier une base de données. Donc analyser le profil ciblé par pays. Donc comme je le disais, voilà, un pays ne veut pas dire forcément que vous allez avoir toujours le même type de client. Segmenter la base, voilà, donc et définir un petit peu tout ce qui est entre guillemets prospect
prospect chaud, prospect tiède, prospect froid, ou ici on parle de suspect, de façon à avoir un petit peu, ne pas perdre, essayer de ne pas perdre de temps finalement, et puis se consacrer à ce qui semble être le plus intéressant pour votre développement commercial. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des choses à faire le jour où, voilà, vous le savez certainement, mais voilà, vous participez à un salon, c'est vraiment maximiser, voilà, les contacts pris pour justifier votre investissement et essayer d'en tirer très rapidement les fruits, quoi. Sélectionner, voilà, les segments prioritaires, choisir les canaux de distribution, donc, et définir les objectifs de vente. Bon, voilà, ça vient un peu résumer ce qu'on a dit précédemment, et donc travailler sur la conversion, donc, qui est le but ultime, bien sûr. Pour ce qui est des salons, bah voilà, c'est toujours au niveau de la prospection. Essayez d'identifier donc les salons clés dans les pays que vous visez. Essayez de vous rapprocher peut-être de gens de votre réseau aussi pour avoir des échos à ce niveau-là. Savoir qu'est-ce qui peut être le plus payant. Bon, parfois on peut là aussi avoir de bonnes surprises, hein, voilà, un exemple à titre personnel, un jour en participant dans un salon agroalimentaire en Allemagne pour justement viser le marché allemand, le plus gros démarrage commercial s'est fait finalement sur le Canada. Donc voilà, on peut toujours avoir des surprises qu'on n'a pas prévues, et donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en advienne, travailler à la qualification de la pertinence des salons. Et voilà, et donc s'appuyer sur des spécialistes pays. Enfin, donc voilà, préparer son offre commerciale. Donc là, c'est pareil, c'est un petit résumé, hein, parce que tout n'y est pas forcément, mais voilà, des choses auxquelles il faut penser. Donc définir son prix de vente export, donc à la fois en fonction du positionnement du marché, du prix de celui-ci. On va avoir des marchés, évidemment, selon encore une fois les produits et les solutions, qui vont être vraiment orientés prix. D'autres sur lesquels on sait que les choses, il y a un peu plus, entre guillemets, de cash flow pour justement investir. Rédiger le contrat de vente, donc ça aussi c'est important. Donc là encore une fois, essayez de vous rapprocher de professionnels. Donc je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de moins cher, mais en même temps c'est tellement important, parce que aujourd'hui, quand vous démarrez une relation commerciale avec quelqu'un, tout est entre guillemets, tout est beau, tout est mignon, et puis demain, si jamais il y a un problème, ça peut ne pas être sans conséquence. Donc c'est important vraiment de travailler à une bonne rédaction des contrats de vente. Voilà, et puis aussi regarder donc tous les aspects dans ce contrat de vente. Voilà, les aspects livraison, les incoterms, éléments essentiels si vous livrez du produit, tout ce qui est paiement à compte, les délais de paiement, bien évidemment. Alors tout ça, voilà, ne vous empêche pas naturellement aussi de regarder vers d'autres produits pour vous assurer. Mais enfin voilà, c'est des éléments qu'il faut bien avoir en tête. Établir les conditions générales de vente, là aussi, hein, définir la langue du contrat, les droits applicables en cas de différend, ou bien encore les modes de résolution des litiges. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut aussi préparer en amont. Enfin, j'allais aborder donc la partie donc aide financière, donc sur laquelle, au niveau de Bretagne Commerce International, on intervient donc en interface avec le conseil régional. Donc il faut savoir qu'il existe donc un pass export salon, donc voilà, de façon à se faire financer une partie en tout cas du salon auquel vous participez. Donc BCI en temps normal, hein, hors Covid bien évidemment, c'est environ une soixantaine de salons à l'export sur lesquels on essaye de positionner un stand Bretagne, entre guillemets, donc avec un minima de 5 entreprises bretonnes qui doivent être éligibles aux aides régionales pour pouvoir justement monter ce projet salon. Quand je dis autant de salons, j'entends tout secteur d'activité confondu, bien évidemment. Donc il y a cela. Aujourd'hui, bon, on passe plus sur du salon virtuel, donc il y a d'autres actions qui se mettent en place, mais là c'est vrai que ça se fait progressivement. On va avoir ce qu'on évoquait tout à l'heure, le pass export communication, donc qui rentre en fait dans dans la phase voilà, d'évolution, de développement de votre entreprise. Donc quand vous souhaitez traduire vos moyens de communication, donc j'entends par là site internet, notice d'utilisation, peut-être pour les applications quand vous voulez les faire traduire en anglais ou d'autres langues d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez
intégré finalement à ce pass export. Donc celui-ci en termes financiers, donc c'est une subvention de 30% des dépenses éligibles. Donc le minimum de dépenses doit être de 4 000 € hors taxe et vous touchez une subvention de 1 200 € hors taxe. Et le maximum de subvention que vous pouvez recevoir est de 9 000 €, soit une dépense globale de 30 000 € hors taxe. Donc c'est pas négligeable quand vous commencez à vouloir vous internationaliser là aussi et à faire vos traductions. Donc c'est bon à savoir parce qu'il n'est pas forcément toujours connu, il est relativement aisé entre guillemets à mettre en place. Donc sachant que c'est ce type de passe export communication, vous pouvez le solliciter une fois tous les 3 ans. Et que pour toute aide régionale, là aussi je précise le point, il faut démarrer le dossier au travers d'une lettre d'intention qui doit être faite sur le site du conseil régional. Si vous décidez de solliciter une aide sans avoir fait la lettre d'intention au préalable, toute dépense qui aura été faite en amont ne pourra pas rentrer finalement dans la subvention. Donc ayez toujours ça en tête, lettre d'intention dans un premier temps avant d'envisager toute dépense. Au niveau donc RH, donc ressources humaines, on va avoir aujourd'hui 2 types de subventions donc proposées par le conseil régional pour l'international. Donc on a ce qu'on appelle le pass RH export à temps partagé. Donc à titre d'info, par le passé, il n'était que pour une seule entreprise. Aujourd'hui, il est à temps partagé, donc il est un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc il vient financer une partie donc des coûts salariaux sur 12 mois donc de votre nouvelle recrue, donc partagé avec une autre entreprise, d'où la complexité de le mettre en place puisque bon, dès qu'il y a un peu de distance, on peut imaginer ou autre entre deux sociétés, c'est pas toujours si simple, mais voilà, il faut savoir qu'il existe. Surtout si géographiquement certains d'entre vous peut-être êtes à proximité, il peut y avoir un sens à y regarder pour un premier poste, notamment à l'international. Il y a le pass export VIE également, donc le pass export VIE, donc volontariat international en entreprise, donc l'objectif d'envoyer un salarié âgé de 28 ans maximum donc dans un de vos pays cibles. Donc cette personne-là, vous pouvez vous faire subventionner ce qu'on appelle son indemnité et non son salaire, puisque ce sont des indemnités par pays votées par décret, décidées par décret. Voilà, donc on est sur une indemnité, vous pouvez récupérer 30% de celle-ci pendant un maximum de 18 mois. Donc pour faire simple, vous recrutez quelqu'un, vous l'envoyez en Angleterre, par exemple, je dis n'importe quoi, son indemnité, globalement, si on prend sur Londres, on doit être à 2 200 € à peu près. Donc sur 18 mois, vous récupérez, en fait, 30% vous sont subventionnés de ces 2 200 € par le conseil régional. Donc voilà, donc c'est jamais négligeable aussi, sachant que dans la vie de l'entreprise, je dis bien dans la vie de l'entreprise, vous pouvez bénéficier 3 fois de cette aide-là. Donc là aussi, moyennant conditions d'éligibilité. Et au niveau donc national, tout à l'heure je vous parlais des aides régionales, donc voilà ce qu'on vient de voir. Les aides nationales, donc le fameux plan de relance export, qui propose ce qu'on appelle les chèques relance export, qui ont été mis en place depuis le 1er octobre 2020, et c'est un programme qui court jusqu'au 31 décembre 2021. Donc les entreprises, là encore une fois éligibles, peuvent solliciter donc 2 chèques pour des prestations individuelles. Prestations individuelles, j'entends, c'est passé par un prestataire agréé par la Team France Export, donc au niveau national, au niveau de Paris. De commander une prestation, que ce soit pour de la prospection, de l'identification de potentiels clients sur un marché, ou parfois d'ailleurs pour des questions aussi réglementaires. J'ai eu le cas récemment d'une société qui l'a fait dans le segment de l'agroalimentaire sur un pays d'Europe de l'Est. Voilà, sa mission lui coûtait 1 500, ça a été financé à hauteur de 50%, la mission revenait à 750 €. Donc c'est tout de suite intéressant aussi si vous avez des perspectives de développement sur un pays spécifique. Et je pense pour le coup qu'il faut y regarder vraiment cette année parce que ça peut. Les aides sont quand même là pour pousser les entreprises à continuer à la fois à s'internationaliser ou en tout cas à maintenir leurs actions à l'international. Donc il faut vraiment y regarder à 2 fois. Donc 50% d'une dépense et 2 000 € max par chèque.
On a aussi donc 2 chèques aussi qui peuvent être sollicités pour des prestations collectives. Donc on va se retrouver à la fois, pour faire simple, avec les salons, mais comme on l'a dit cette année, c'est un petit peu encore ambigu, ou alors pour une prestation d'accompagnement. J'entends par là, vous avez un pays sur lequel une mission est organisée, plusieurs entreprises y sont inscrites, d'où la notion de prestation collective, pas forcément des concurrents ou des gens qui sont sur votre segment, mais en tout cas voilà, avec un même intérêt pour tel ou tel type de cible. Et donc, vous pouvez vous faire financer là aussi jusqu'à 50% de la dépense dans un maximum de 1 500 € pour une prestation d'accompagnement. Encore une fois, mission organisée par un prestataire agréé. Et pour tout ça, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous après la réunion ou a posteriori, tout court, pour en savoir plus et savoir si vous êtes potentiellement éligible. Et enfin, je finis avec le chèque relance VIE. Donc là, pareil, la possibilité donc, de recevoir un chèque de 5 000 € qui vient déduire le coût global de l'indemnité versée au VIE. Donc j'entends par là que ceci est cumulable potentiellement avec l'aide du conseil régional. Donc c'est-à-dire que si en 2021, vous décidez de mettre une personne dans tel ou tel pays et que votre société est éligible, vous pouvez à la fois bénéficier des 30% sur l'indemnité, ce qu'on disait tout à l'heure, qui vous sont reversés dans un maximum de 18 mois, enfin pour une période max de 18 mois, et vous pouvez cumuler ça avec 5 000 € justement de chèque VIE. Donc ce qui commence quand même à devenir vraiment intéressant pour une ressource que je dirais qualifiée, voilà, et qui peut vous permettre de vraiment de vous installer dans un pays, parce que vous allez avoir tout de suite un relais compétent qui connaîtra votre entreprise et qui sera en mesure de vous développer potentiellement le business sur place. Donc voilà. Et pour plus de précision, je vous dis, on reste disponible là-dessus. Et donc voilà, je crois que je termine là-dessus. Donc j'évoquais tout à l'heure le diagnostic déclic export. Donc vous évoquiez tout à l'heure, vous êtes à différents niveaux d'évolution dans votre programme, dans votre développement international. Voilà, c'est un outil qu'on propose, c'est gratuit. Voilà, hein, on a une mission d'intérêt de façon générale. Hein, le but, c'est vraiment de venir en accompagnement des entreprises bretonnes. Donc, chaque conseiller stratégique sur chaque département est en mesure de vous le proposer. Donc, avec voilà, l'objectif d'évaluer votre potentiel export et de valider un plan d'action ensemble. L'idée globale, c'est de travailler et d'avoir un regard extérieur finalement sur votre activité et voir un petit peu, essayer de venir un peu en conseil quelque part sur les aspects structurants et organisationnels de façon à avancer au mieux dans votre démarche internationale. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est de faire un rendez-vous et puis ensuite de vous amener de vous redonner un document livrable, puisqu'on travaille sur la base, on a des trames et ainsi de suite qui permettent de se jauger, de voir un petit peu où vous en êtes dans votre développement et de vos perspectives à l'international. Et je vous ai donc rajouté à la fin de la présentation, en cas de besoin, donc le contact de vos conseillers, donc qu'ils soient techniques ou réglementaires ou stratégiques, voilà, sur chacun des départements pour vos questions liées à l'export. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai pas été trop long. Merci Émeric. Merci pour cette intervention très, très complète et très précise. Merci à vous. Et merci à tout le monde pour votre attention, en tout cas. Ouais. Alors, je vais m'adresser aux entreprises maintenant. On va essayer de prendre 2 ou 3 questions pour le moment. Est-ce que vous avez des questions pour Émeric Guilloux ou un besoin de précision par rapport à ce qui vient d'être dit? Si je peux y répondre, après je demande à Joker si jamais j'ai besoin d'un peu de temps. Mais... D'accord. Oui, bonjour. Bien, en fait, oui, quand on écrit une feuille de route, c'est un élément quand même important. À ce stade, moi, j'ai aucune idée, aucun retour d'expérience sur les estimations de délai à prendre en compte entre le moment où, comme vous l'avez dit, on crée le déclic dans l'entreprise et je suis dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que comme je sais que à terme, de toute façon, l'international est incontournable, et il faut que ça rentre dans la culture d'entreprise dès sa création. Mais par contre, à partir du moment où on décide de définir les pays cibles et qu'on vous sollicite, d'après votre retour d'expérience, les différentes étapes que vous avez décrites, il faut compter combien de temps. Voilà, c'est juste pour que je puisse poser ça dans le calendrier à 3 et 5 ans du business plan. C'est tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment essayer de regarder à 2-3 ans justement pour vraiment se projeter. On est parti dans la présentation aujourd'hui sur donc 0-300, 300, au-delà de 300 et puis ensuite l'atteinte du million d'euros et donc voilà
un développement plus global. Franchement, aujourd'hui, les entreprises, ce que je vois quand ça commence à exporter, ça prend quand même 2 ou 3 ans avant de commencer à atteindre un chiffre d'affaires entre guillemets conséquent. Encore une fois, tout va dépendre. Tout va dépendre. J'ai un exemple d'une société, ils ont commencé à exporter dans les 6 premiers mois d'activité de la société, parce qu'un jour, ils ont décidé de participer à un événement, ils ont été vus, il y a eu de la projection, ça a marché, et aujourd'hui, ça fait 4 ans que la société existe, et même si son chiffre d'affaires n'a pas encore atteint les seuils, enfin, je dirais qu'il est dans la troisième phase, voilà, il n'est pas encore, il est encore dans la phase de, comment dirais-je, c'était de développement et non pas la phase de déploiement. Malgré tout, il fait 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc, ce qui est quand même non négligeable. Donc, du coup, voilà, une phase de 3 à 5 ans, ça me paraît tout à fait cohérent. Ce qu'il faut, c'est accepter que ça prenne du temps. Pour en avoir vu d'autres qui pensaient que dès la première année, parce que le modèle en France se développait très bien, ils allaient forcément faire la même chose à l'export. Non. Au bout de 8 à 9 mois, ils ont revu clairement leurs ambitions à la baisse et sont restés à quelque chose de plus, entre guillemets, sont revenus à quelque chose de plus terre à terre, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se projeter sur cette durée-là. L'estimation de délai, encore, Monsieur Offred, il faut en discuter après potentiellement ensemble, hein, mais je pense que voilà, il faut accepter que ça prenne du temps. Clairement. Ok, merci bien. Je vous en prie. Une erreur courante à éviter lorsqu'on s'engage sur des marchés étrangers. Bonne question. Il y en aurait plusieurs, potentiellement. Je dirais que la première chose, franchement, ça serait de bien faire attention aux aspects réglementaires. Ça, c'est vraiment un point important. Et là, c'est pareil. Ça pourrait faire sourire. Ça pourrait faire sourire mes collègues du réglementaire parce que j'en parle souvent et c'est un point moi qui m'interpelle toujours. C'est notamment la notion de déclaration d'échange de biens ou de services auprès des douanes. Qui normalement, je dis bien normalement, doivent être gérés par les experts comptables, sauf erreur de ma part, des entreprises concernées. Mais c'est quelque chose qui peut être oublié et qui peut très vite coûter très cher si jamais demain vous commencez à vous exporter et que vous ne déclarez pas finalement chaque mois ou tous les 3 mois, je ne sais plus précisément, mais ce qui est généré comme chiffre d'affaires par pays à l'export. Et ça, c'est parce que je crois que il me semble, hein, à confirmer, mais ça doit être une amende aux alentours de 500 ou 700 euros, je crois, par facture. Enfin, ça peut très vite monter. Ça peut très vite monter si jamais c'est pas réalisé. Donc ça, c'est un point sur lequel je suis assez toujours attentif, même si c'est pas mon champ d'action premier. Donc, j'avais une question là, sur les aspects réglementaires. Justement, en Europe, ils sont relativement simplifiés. Est-ce que ou est-ce que ça reste exactement pareil que de faire de l'export hors Union européenne? Ah bah en Europe, ça reste, oui, en effet, relativement simplifié. Maintenant, voilà, notamment ces notions, voilà, de déclaration d'échange de biens ou autre. Après, la logistique et ainsi de suite, c'est oui, bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas de frontières. Maintenant, tout va dépendre encore une fois du type de produit. Si vous êtes dans le milieu médical, voilà, c'est pas tout à fait pareil que quand vous vendez des produits alimentaires, hein. Donc, il faut toujours être vigilant. Mais c'est pareil. Enfin, je pense dans une notion d'entreprise qui démarre. C'est pareil, les mentions obligatoires sur facture, par exemple. Voilà, le fait de vendre hors taxe, je sais que pour l'avoir vécu, pour le coup, quand vous avez des personnes qui ne sont pas forcément habituées à ces questions-là, il faut être vraiment vigilant. Donc, et pourtant dans des sociétés qui tournent et qui se développent. Donc, faut d'entrée de jeu faire attention à ces petits points-là pour que les gens maîtrisent. Après, une fois que c'est dans les rouages, c'est parti, mais c'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Et par rapport aux pays tiers, naturellement, voilà, quand on parle de problématiques douanières ou autres, voilà, comme je dis, si vous envoyez un container aux États-Unis mais que tout n'est pas forcément maîtrisé, malheureusement, vous pouvez vous retrouver avec votre container qui soit détruit sur un port à Newark, quoi. Donc, c'est un peu, faut faire attention. Ok, merci. Tous les pays n'ont pas le même niveau de protection et vous avez peut-être, vous, un petit peu le top 10 des pays safe et le top 10 des pays à risque. Est-ce que c'est une information qui est disponible sur votre site
ou est-ce que c'est en fonction clairement du type de propriété intellectuelle, et comment vous travaillez en lien avec peut-être des compétences spécifiques dans le domaine? Alors, bah, écoutez, pour tout vous dire, j'ai, comment dirais-je, j'ai fait un webinaire avec le délégué régional de l'INPI il y a de cela un mois, justement sur la notion de comment protéger mes marques et brevets à l'international. Vous voyez, donc il est intervenu de façon très générale sur le sujet, parce que là c'est pareil, hein, on peut y passer des heures. Donc voilà, à titre quotidien, on va dire, on a quand même des relations de proximité avec eux. Un top 10 des pays safe et moins safe, bon bah écoutez, faut que je regarde, mais en effet oui, je pense que ce sont des informations qui peuvent être potentiellement disponibles. Après il faut segmenter, je pense, hein, clairement, quoi. Donc par rapport à votre besoin, par exemple, c'est peut-être un besoin spécifique pour vous, je ne sais pas, mais par rapport à tel ou tel produit, telle ou telle invention, telle ou telle marque, je ne sais pas, mais enfin voilà, il faut ajuster la demande, mais oui, oui, tout à fait. Bon, après, évidemment, il y a des pays dans lesquels on sait qu'il faut être hyper vigilant, notamment la Chine, hein, voilà, par exemple. Enfin, c'est des pays qui reviennent, qui sont souvent cités. Voilà, faut creuser, tout simplement. Là, je ne vais pas vous donner une réponse sur les 10 pays plus ou moins safe tout de suite, mais on peut y regarder, hein. Ok, merci. Juste un point de vigilance, excusez-moi, parce que je pense que c'est l'assurance. On oublie souvent la notion de l'assurance. Quand on vend un produit à l'export, on pense qu'on est libéré, alors qu'on a gardé la garantie, j'allais dire, responsabilité civile. Et donc, le problème, c'est être bien sûr que l'assureur assure le pays et la notion de risque. Et surtout, dans l'assurance, il y a deux parties qui sont importantes. La partie consommateur, bien sûr, ou risque, mais la partie transport. On oublie souvent la notion de l'assurance transport qui est hyper compliquée, suivant les incoterms qu'on choisit. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Émeric. De rien, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Sabine Launay, je suis chargée d'affaires internationales chez BPI France. Je suis basée à Rennes et j'accompagne les entreprises exportatrices d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Voilà, donc je peux être amenée à vous rencontrer évidemment au cours de rendez-vous physiques ou digitaux. Je pense que Jennifer a mes coordonnées et je serai à votre disposition pour échanger sur vos cas particuliers à la suite de la présentation. On pourra tout à fait prévoir des rendez-vous individuels. Rapidement, qui sommes-nous? BPI France, je pense que vous connaissez au moins le nom. C'est la banque publique d'investissement. Nous sommes détenus par l'État de manière directe ou indirecte et nous avons plusieurs activités aujourd'hui regroupées sous 3 sociétés. La plus récente des sociétés sous la marque BPI France est BPI France Assurance Export, qui a été créée en janvier 2017 et qui reprend des activités publiques qui étaient confiées à COFAS auparavant. Donc moi, mon périmètre aujourd'hui va être celui des outils assurance export que l'État nous a confiés. On accompagne toute taille d'entreprise, hein, de la TPE jusqu'à la GE, sachant que notre cœur d'activité reste la PME et le TI. Mais en tout cas, on essaie d'avoir des outils à positionner pour accompagner toute taille d'entreprise. 90% des décisions sont prises en région. En Bretagne, nous avons, c'est un peu le village gaulois, il y a plus d'implantations que dans les autres régions françaises, puisque nous avons un bureau dans chaque département. Donc à Plérin, vous avez une équipe BPI France avec le métier du financement et le métier de la garantie des prêts qui est représenté. Donc, les produits BPI France, les différents métiers, vous les connaissez peut-être. On intervient, l'activité de volume chez nous, mais qui est vraiment de second rideau, c'est la garantie des prêts bancaires. En tant que créateur d'entreprise, vous pouvez tout à fait bénéficier d'une garantie sur des prêts. Il faut simplement prendre contact avec votre banque pour lui faire part de vos besoins de crédit et elle fera les démarches pour nous solliciter afin de garantir le prêt avec des quotités qui peuvent être de 50-60%.
Nos autres métiers, l'activité financement, qui est une activité complémentaire à la garantie, où là, on se positionne sur des entreprises qui ont plus de 3 ans et on va intervenir avec les partenaires bancaires dans le plan de financement des besoins. L'activité fonds propres qui est plus récente et qui permet d'activiter des sociétés dans leur capital, mais aussi en obligations convertibles. On le fait pour beaucoup d'entreprises innovantes notamment, soit en intervenant directement avec les fonds ambition numérique et autres, soit en intervenant dans des fonds de fonds, en intervenant en tant que fonds de fonds. L'innovation, je pense que vous connaissez, en tout cas avec Karine, nous en avons discuté hier, je pense que vous connaissez bien Madame Prilatimier, Karine Prilatimier, qui est chargée d'affaires innovation et qui accompagne les entreprises des Côtes d'Armor. Donc avec Karine, nous travaillons bien ensemble et plus largement avec les équipes innovation déployées en Bretagne. Qui sont un vrai vivier pour l'export. On voit bien que dès le départ, les frontières sont très poreuses entre l'innovation et l'international. Donc, je me suis habituée à entendre parler de POC, de mode SaaS, de vente de hardware. Voilà, ça, je commence à être un peu plus au fait de tout ce vocabulaire, des cycles de vente. Et quand j'ai des doutes, voilà, je me rapproche de mes collègues de l'innovation. Et puis l'accompagnement, qui est une activité de conseil, qui est notamment connue au travers des accélérateurs que l'on déploie. En Bretagne, pour faire lien avec l'innovation, il y a un accélérateur qui s'appelle Boost Up et qui accompagne une première promotion d'entreprises innovantes sur différentes thématiques, avec un programme qui se déroule sur 18 mois, me semble-t-il. Voilà. Alors là, je vous ai mis un panorama en fait de nos outils dédiés à l'export uniquement. Donc c'est sous la forme d'un continuum. Donc la première image qu'on en a, c'est il y a beaucoup de produits. J'ai surligné en jaune des outils qui me paraissaient vraiment intéressants à échanger avec vous, qui peuvent faire du sens suivant les modèles économiques que vous avez. Soit en mode SaaS, soit vente d'équipements avec contrat commercial traditionnel avec l'exportation d'un équipement. Mais en tout cas, je pense que c'est des produits qui peuvent vous intéresser. Ce matin, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tous ces dispositifs export. Dans ma présentation, je vais essentiellement parler de l'assurance prospection, même peut-être que de l'assurance prospection, bien que j'ai disposé ensuite d'autres slides sur les produits que j'ai surlignés. Mais en tout cas, encore une fois, le but de cet échange, c'est de prendre contact avec vous, même si ce n'est pas évident de manière virtuelle, et puis d'échanger par la suite, soit vous contactez Karine ou Jennifer, mais vous aurez mes coordonnées de toute façon, puis je peux vous les redonner bien sûr à la fin de la présentation. Donc, je vais vous parler ce matin essentiellement de l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est une aide de l'État. Le rôle de BPIFrance, c'est vraiment d'agir au nom de l'État français, en ce sens que l'aide financière qui est apportée aux entreprises, c'est de l'argent public qui provient du Trésor, donc de notre cher Trésor à tous. Le rôle de BPIFrance est de présenter les outils aux entreprises, instruire les demandes, gérer les contrats. Mais encore une fois, ce ne sont pas des sous dans le bilan de BPIFrance, c'est de l'argent de l'État. Et en ce sens, c'est l'État qui définit les modalités du produit. Voilà. Donc l'assurance prospection est un dispositif qui existe depuis un peu plus de 70 ans, qui a été profondément remanié en 2018, mais dans le but de le simplifier tout en gardant ses caractéristiques fondamentales. Donc c'est un dispositif qui est dédié aux exportateurs, qui a pour but de financer des dépenses de prospection qui vont être engagés spécifiquement pour des pays ciblés. Donc, le préalable, c'est de cibler des pays. Et l'assurance prospection va permettre de financer des dépenses que vous allez engager dans ces pays, un bouquet relativement large. Ces dépenses, finalement, mis bout à bout sur 2 ou 3 ans, ça va représenter un vrai investissement financier pour vous, avec un risque que le chiffre d'affaires que vous escomptez ne soit pas à la clé. Donc c'est dans ce cas de figure que l'assurance prospection prend sa place et présente un vrai intérêt pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, puisqu'elle a 2 caractéristiques fondamentales. C'est une aide financière qui va être égale à 65% d'un budget.
un budget construit sur 2 ou 3 ans, parce que pour reprendre ce qu'a pu vous dire Émeric dans sa présentation, en assurance prospection, on est sur, enfin, lorsqu'on prospecte à l'export, ce dont je m'aperçois, c'est que vraiment on est sur du temps long. Quel que soit finalement, alors le temps long va être plus ou moins long suivant le cycle de vente de chaque produit. Hein. Si on est sur des ventes en retail, ça peut aller plus vite que si on vend des produits qui ne sont pas encore connus, où le marché n'est pas mature, ou alors on vend à des grands opérateurs sous forme d'appel d'offres. Voilà, les cycles de vente ne vont pas être les mêmes hein, si on vend à des industriels ou en B2C, si on vend du dispositif médical dans lequel il faudra beaucoup de certification ou pas. Mais en tout cas, la prospection dure tout le temps prend tout le temps beaucoup de temps et plus qu'on imagine. Donc, nous, on va vous accompagner sur un budget de prospection pour 2 ou 3 ans et l'aide sera égale à 65% de ce budget de prospection. Et puis, on va vous demander de nous la rembourser de manière différée au bout de 4 ou 5 ans par rapport au démarrage de la prospection. Et le remboursement sera fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réussi à générer dans le ou les pays que vous aviez ciblés. En ce sens, on a une deuxième caractéristique de l'assurance prospection qui apparaît, qui est vraiment son rôle d'amortisseur de risque, puisque vous remboursez l'aide en fonction de votre réussite commerciale, de vos performances dans le ou les pays que vous aviez ciblés. Donc, l'assurance prospection, on entend bien le mot assurance, mais je pense que la mécanique, il faut vraiment la rapprocher d'une avance remboursable en cas de succès, des mécaniques avec lesquelles vous êtes peut-être familier au travers des aides à l'innovation. Donc, sur ce slide, en tout cas, on a les grandes caractéristiques de l'assurance prospection. Avec les dépenses éligibles. Alors, elles ne figurent pas toutes sur cette page. Je vous invite à mettre dans votre moteur de recherche assurance prospection. Vous tomberez donc sur la page de ce dispositif et tout en bas de cette page, il y a des PDF fort intéressants, dont un qui vous fournit la liste exhaustive des dépenses éligibles. Et vous le verrez, ces dépenses sont très larges. Évidemment, il y a les déplacements que vous ou vos salariés allez effectuer sur les zones, mais également des recrutements de commerciaux export que vous allez faire. On va pouvoir prendre une partie de leur rémunération fixe dans l'assurance prospection, le recrutement des VIE, on prendra le reste à charge si la région vous a déjà accompagné par ailleurs. Vous créez un bureau local ou une filiale de commercialisation uniquement, là aussi on va pouvoir vous aider. Les dépenses de salon, les missions collectives, les échantillons, le travail des bureaux d'études en amont, lorsque finalement vous avez fait des devis, vous avez énormément bossé, mais vous n'avez pas réussi à faire une vente, donc ce temps homme passé, les dépenses juridiques également, hein, pour faire les CGV sur lesquels Émeric a bien insisté et les contrats de manière générale. Voilà, donc le bouquet de dépenses est relativement large. On s'adresse aux TPE, PME, ETI. Alors, il y a quand même un critère de maturité. Il faut que l'entreprise qui demande une assurance prospection présente au moins un premier bilan sur 12 mois qui fait apparaître du chiffre d'affaires. On va exclure les POC, mais vraiment du chiffre d'affaires récurrent, parce que l'assurance prospection a pour but de financer du développement commercial d'un produit ou d'un service qui a été créé et qui génère du chiffre d'affaires. Donc, clairement, il faut être sorti de la phase de création du produit ou du service pour demander une assurance prospection. Voilà. Nous, on intervient vraiment sur du développement commercial d'une offre existante qui est aboutie et qui génère du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on demande ce premier bilan pour le valider. Voilà, je pense que je vais passer directement à l'exemple de fonctionnement d'un contrat. Les documents que vous avez dans cette présentation, notamment la page précédente et celle-ci, vous allez également les retrouver sur la page web de l'assurance prospection. Mais en tout cas, moi, c'est mes vrais supports en rendez-vous client. Vous allez me dire si vous comprenez ou pas mes explications. Alors, l'assurance prospection, comment se déroule un contrat ?
Donc là, T0, on est sur la signature d'un contrat d'assurance prospection. Préalablement, vous avez fait une demande en ligne. Vous avez fait une demande en ligne dans laquelle vous avez indiqué les pays que vous ciblez et dans lequel vous avez rempli un tableau Excel. C'est celui qui va vous demander le plus d'efforts, dans lequel vous avez récapitulé vos prévisions de dépenses pour 2 ou 3 ans dans les pays ciblés. Poste par poste, poste de déplacement, recrutement, salon, extension de brevets, etc. Donc, vous nous adressez ce budget construit pour 2 ou 3 années de dépenses. On vous demande également déjà de nous indiquer, vous, les prévisions de chiffre d'affaires que vous pensez réaliser sur 4 ou 5 ans dans les pays que vous avez ciblés. Donc, il y a ce travail de formalisation d'une demande en ligne sur lequel je peux vous aider en amont. Je pense qu'Aymeric aussi sera de très bon conseil. Voilà, vous faites votre demande en ligne. Je l'instruis, ma responsable décide et on vous propose un budget, on signe le contrat, on est à T0. Voilà, donc on signe le contrat d'assurance prospection. La première phase est la phase de prospection qui va durer 2 ou 3 ans. Et c'est sur cette phase qu'on va vous accompagner financièrement avec une aide de 65%. Dans l'exemple, vous voyez les dépenses engagées, le budget prévu, pardon, fait 100 000 € pendant 2 ans. Ce budget de 100 000 € eh bien, va générer une aide de 65%, donc de 65 000 €. Et cette aide de 65 000 €, jusqu'ici, on en versait la moitié à la signature du contrat et le solde à l'issue de la période de prospection. Dans le cadre du plan de relance, on est un peu plus généreux dans le premier versement puisqu'on verse jusqu'à 70% maintenant de l'aide à la signature du contrat et seulement 30% à l'issue de la période de prospection. Voilà, donc on vous verse une avance de trésorerie importante pour vous donner les chances vraiment de travailler votre démarche export et de la faire aboutir. Au bout de 24 mois, on va vous demander de nous déclarer les dépenses que vous avez réellement engagées par rapport à celles que vous aviez imaginées. On va regarder le montant qu'elles représentent et si elles sont bien éligibles à l'assurance prospection. Si vous avez dépensé 80 000 € mais pas 100 000 € comme on avait imaginé au départ, eh bien, on va recalculer l'aide à laquelle on va calculer l'aide à laquelle vous avez effectivement le droit, hein, puisque dans le contrat, on était parti sur un budget théorique. Là, l'État nous demande vraiment d'ajuster l'aide aux dépenses réellement engagées. Donc, on fera 80 000 fois 65%. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait peut-être 48 000. Moins l'avance de trésorerie que l'on vous a versée, eh bien, ça détermine le solde que l'on vous doit à l'issue de la période de prospection. Si vous avez dépensé plus que vous aviez prévu dans votre budget, bien nous, on va s'arrêter au terme du contrat. On était parti sur un budget de 100 000 €. L'aide sera de 65 000 € et pas plus. Voilà, donc ça, c'est vraiment le déroulement de la période de prospection. On valide un budget en amont. Vous avez carte blanche pour l'utiliser pendant 2 ou 3 années. Il ne sera pas remis en cause. Il y aura 2 versements, 70% de l'aide versée au démarrage et 30% à l'issue de la période de prospection qui aura duré 2 ou 3 ans. Vous avez le choix de nous indiquer dans votre demande la durée de prospection que vous souhaitez. 2 ans ou 3 ans, c'est lié vraiment au cycle de vente de votre produit. Est-ce qu'il faudra trouver beaucoup de prescripteurs préalablement, signer des partenariats avec des intégrateurs, etc. Donc, voir vraiment le cycle de vente du produit, les pays aussi, si vous ciblez l'Union européenne ou des pays hors Union européenne, les règles ne seront peut-être pas les mêmes, hein, vous n'aurez pas le marquage CE, c'est sûr. Et vous aurez peut-être des décalages horaires, des différences culturelles plus importantes. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont vous amener à vous dire je pars sur 2 ou 3 années de prospection. Ensuite, vous enchaînez sur une période de franchise qui est de 2 années. Ce sont 2 années incompressibles. En gros, il ne se passe plus grand-chose entre vous et nous pendant ces 2 années, puisqu'on a fini de vous verser l'aide, on a bien fait les 2 versements. Pour autant, on ne vous demande pas encore de nous rembourser. Donc, on espère vraiment que, au cours de ces 2 années, vos efforts de prospection
permettent de générer du chiffre d'affaires. Au bout de cette période de franchise, on va vous demander votre seconde déclaration, ce sera la dernière. On va vous demander de nous indiquer le chiffre d'affaires export que vous avez fait dans le ou les pays ciblés depuis que l'assurance prospection a démarré. Donc, on vous demande de nous indiquer le chiffre d'affaires cumulé fait pendant 4 ou 5 ans, depuis le démarrage de l'assurance prospection. Et en fonction de cette déclaration de chiffre d'affaires export que vous aurez réussi à faire dans les pays ciblés, on va déterminer la somme à rembourser. Le calcul, il est très basique. On vous dit, vous nous remboursez à hauteur de 10% du chiffre d'affaires export que vous avez déclaré. Dans l'exemple, on voit que la société avait prévu 700 000 € de chiffre d'affaires export pendant 4 ans. Ça, c'est ce qu'elle nous avait indiqué en formalisant sa demande d'assurance prospection. Finalement, elle nous dit, j'ai généré 500 000 € de chiffre d'affaires. Alors moi, je me dis que c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Mais en tout cas, ces 500 000 € vont nous servir d'assiette au calcul du remboursement. Et on va dire à hauteur de 10% de ces 500 000 €, donc 50 000 €, vous remboursez l'aide que vous avez perçue. Dans l'exemple, vous voyez que l'entreprise, elle avait eu 65 000 € d'aide, 65% de 100 000 €, et on lui demande, au bout de 4 ans, de nous rembourser 50 000 €. Donc, il y a bien 15 000 € que la société ne va pas rembourser, qui vont se transformer en produit exceptionnel pour elle et en perte, du coup, pour l'État. Alors, sachez qu'en gros, en assurance prospection, 1 € sur 2 nous est remboursé. Voilà. Donc, il y a vraiment ce rôle joué par l'État d'amortisseur du risque dans cette démarche export. Une fois qu'on a on détermine le montant que vous avez à nous rembourser. Au mieux, bien sûr, le plafond, c'est le montant des sommes que vous avez perçues. Jamais on va vous demander de rembourser plus que le montant de l'aide. Et il y a également un plancher, puisqu'on vous demande de nous rembourser, quel que soit le chiffre d'affaires que vous allez faire, de nous rembourser au moins 30% de l'aide. Donc 30% des 65 000 € dans l'exemple doivent être remboursés, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires de la société. Donc, si elle avait fait que 100 000 € de chiffre d'affaires pendant 4 ans, 100 000 € fois 10%, ça fait 10 000 €. Sauf que le plancher, en l'occurrence, c'est 30% de l'aide, 30% de 65 000 €. Le plancher, c'est 19 500 €. Donc, on applique ce plancher et l'entreprise doit nous rembourser ce minimum. Ce qui fait que l'amortisseur de risque reste quand même important. Il s'applique sur 70% de l'aide. Donc, une fois qu'on a déterminé la somme que vous avez à nous rembourser, on ne vous demande pas de la sortir en one-shot de votre trésorerie. Ça risquerait de vous déstabiliser. Donc, on vous propose un étalement sur 3 ans dans l'exemple, mais ça peut être aussi 4 ans. Donc, un étalement sur 3 ou 4 ans qui va vous permettre de rembourser trimestriellement l'aide. L'échéancier ne produit pas d'intérêt. On n'est comptablement pas sur une dette bancaire. On est sur une avance remboursable. Donc, ce n'est qu'un étalement de la somme à rembourser. Les 12 premiers mois vont servir à rembourser le remboursement forfaitaire minimum, le fameux plancher de 30%. Et les 24 ou 36 mois restants vont servir à rembourser le delta. Voilà. Donc, on s'inscrit vraiment dans un temps long en assurance prospection. Vous pouvez déposer une demande tous les 12 mois sur des pays nouveaux. Quand vous déposez une demande d'assurance prospection, il faut vraiment que les pays que vous avez inclus, il faut vraiment que ces pays soient des pays prioritaires pour vous, c'est-à-dire des pays prioritaires dans les 12 mois sur lesquels vous allez vraiment vous investir. Si vous avez des doutes et vous dites finalement j'ai des doutes sur tel ou tel pays parce qu'humainement on n'aura pas fait tous nos recrutements, on a l'envie de s'adresser à tous ces pays mais on n'aura pas les moyens, dans ce cas, dont acte, nous on vous accompagnera dans le temps et vous pourrez solliciter une assurance prospection 12 mois plus tard quand vous serez prêt. Voilà. On vous accompagne dans tous les pays verts, les pays orange aussi, qui sont des pays ouverts sous conditions, mais pas les pays rouges.
Voilà, ça c'est vraiment la politique de financement de l'État français. L'État nous dit, voilà, vous pouvez accompagner les entreprises dans les pays verts et jaunes sous réserve de bien respecter des conditions. Rouge, c'est interdit, donc on applique le code Rousseau. Cette liste est mise à jour, va être mise à jour, je pense, le mois prochain par Bercy. Donc, comment bénéficier de l'assurance prospection? Il faut faire une demande en ligne. Sur la page Assurance Prospection, vous avez un lien pour faire une demande en ligne et accéder à la plateforme de dépôt. Moi, j'aime bien communiquer avec les entreprises avant qu'elles fassent la demande en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter en amont pour déjà vérifier les conditions d'éligibilité et puis voilà, peut-être un peu calibrer les choses avant de déposer la demande. Donc, il faut être une entreprise française, quel que soit son secteur d'activité. Il n'y a aucune limitation dessus, si ce n'est les entreprises de négoce internationales. Disposer d'au moins un premier bilan sur 12 mois. L'aide, elle est limitée au montant des fonds propres. Donc, l'aide, c'est les fameux 65%. Ils ne peuvent pas dépasser le montant global de vos fonds propres. Parce que l'État dit, je ne vais pas aller au-delà de l'effort des associés. Voilà, donc ça met un plafond au montant de l'aide. Il faut avoir également une part française supérieure à 20%. Je ne vais pas trop m'étendre avec vous sur ce sujet parce que compte tenu de vos activités, ça ne posera pas de problème. C'est vraiment plus le cas dans des entreprises qui vont vendre des marchandises et qui vont se sourcer énormément à l'étranger. S'agissant des entreprises innovantes, je vous disais je travaille bien avec les équipes Inno de BPI France. Je vous dirais qu'on fait 40% à peu près des demandes d'assurance prospection qui sont validées en Ille-et-Vilaine et en Côte-d'Armor concernent des entreprises innovantes. Alors, j'ai bien conscience que vous n'êtes pas rentable tout de suite. En assurance prospection, on a 2 angles d'analyse dans l'instruction. L'analyse du projet, voir si votre démarche elle est sérieuse, si vous avez réfléchi, si vous avez vraiment fait ce travail préparatoire avec BCI notamment sur le ciblage des pays, est-ce que mes produits sont adaptés au marché, en quoi ils sont en offre et différenciante, etc. Donc on essaie de vous questionner un peu sur, sur la méthodo et sur votre connaissance du marché, la stratégie commerciale que vous imaginez, ce ne sera peut-être pas celle-là, mais que vous imaginez mettre en place, marque propre, marque blanche, vente directe, indirecte. Donc, toute cette partie projet va évidemment beaucoup nous intéresser. Et puis, on va regarder aussi la santé financière de l'entreprise qui dépose la demande. Voir si elle est en mesure d'autofinancer les dépenses qui ne seront pas prises en charge par l'assurance prospection. Parce que je vous rappelle, la quotité d'aide, elle est de 65% d'un budget. Donc, il y a au moins 35% à autofinancer, voire plus si le budget que l'on valide est inférieur à celui que vous nous avez soumis. Donc, nous, on veut s'assurer que vous ayez les moyens d'autofinancer pendant 2 ou 3 ans ces dépenses. Nos premiers réflexes, ça va être de regarder la rentabilité de la société, son EBE, son résultat net. On va regarder effectivement si vous bénéficiez de crédits d'impôt recherche, etc. pour améliorer la rentabilité. Et puis, je sais bien que dans les entreprises innovantes, souvent, je peux recevoir des dossiers avec des entreprises qui ne sont pas rentables. C'est normal, hein, même si elles génèrent déjà du chiffre d'affaires avec leurs produits, elles continuent de recruter et les recrutements augmentent plus vite que le chiffre d'affaires et la marge. Donc là, on va regarder la structuration des fonds propres. Est-ce qu'il y a une levée de fonds? Est-ce qu'il y en a une de programmée? Et s'assurer qu'on a un minimum de visibilité sur 18 mois au moins, de se dire, de voir est-ce que la trésorerie va tenir, à quelle vitesse l'entreprise brûle son cash, et puis quand est-ce qu'elle sera rentable. Mais en tout cas, on n'est pas... on va vraiment regarder cette approche et s'adapter en fait à la maturité de la société pour regarder tel ou tel indicateur financier. Je vais faire un peu de teasing aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'assurance prospection qui est pérenne et qui est une dame qui existe depuis plus de 70 ans. On va lancer très prochainement, donc vous êtes les premiers informés, en tout cas par BPI France,
c'est la première présentation qu'on fait. Cette année, l'État nous a demandé de communiquer et d'instruire également une nouvelle assurance prospection. Je vous disais que l'assurance prospection classique accompagne des entreprises avec des budgets supérieurs à 30 000 euros. Hein, c'était dans un des slides, les budgets de prospection doivent être supérieurs à 30 000 euros. On demande à la société de choisir des pays, avoir une stratégie déjà assez claire, même si elle est primo-exportateur sur ces pays. Et puis finalement, avec cet outil, on couvre pas non plus, on couvre pas suffisamment bien les primo-exportateurs qui ont une moins bonne visibilité évidemment de leur développement export parce qu'ils sont plutôt en phase exploratoire. Il y a une envie d'y aller, mais il n'y a pas encore une vision très claire des marchés à cibler. Et puis voilà, ces entreprises, elles sont pas forcément encore acculturées à l'international. D'où l'intérêt aussi de solliciter, encore une fois, BCI. Et donc, il nous manquait, je dirais, un peu un étage dans la fusée. On couvrait mal ce segment d'entreprise. Donc, l'État nous a demandé, l'État, en concertation avec BPI, donc, ont mis en place un nouveau produit qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement et qui va être dédié plutôt aux TPE, aux PME, avec des budgets qui vont démarrer à 10 000 euros et qui vont aller jusqu'à 40 000 euros pour une période de prospection de 2 années. On a toujours la quotité de 65% et puis toujours l'amortisseur de risque qui fonctionne. Les dépenses éligibles sont plus restreintes parce qu'il s'agit vraiment pour nous d'accompagner des entreprises qui vont identifier et découvrir des nouveaux marchés à l'export et qui vont avoir besoin de structurer leur démarche. Donc, on va vraiment financer plus une démarche encore exploratoire de l'export, ce qui fait que la liste des dépenses est un peu plus restreinte. Il n'y a pas toutes les dépenses de recrutement à l'export, etc., qui vont plus être sur une mise en œuvre d'une stratégie qui est liée à du chiffre d'affaires que la société fait déjà dans un pays, par exemple. Donc là, on est vraiment plus sur des dépenses exploratoires, aider l'entreprise à cibler des pays et à l'accompagner dans ses premières démarches. Donc ça, c'est un outil qui va être mis en place très prochainement et j'ai l'autorisation de commencer à vous en parler. Donc la demande se fait également en ligne, se fera également en ligne sur la plateforme et on les traitera au fil de l'eau. La caractéristique de ce dispositif, c'est d'imposer à l'entreprise qui demande l'assurance prospection de travailler avec un conseil que l'on aura agréé préalablement. Pourquoi? Parce que vraiment pour m'inscrire dans la continuité par rapport à ce que disait Émeric, l'export c'est vraiment de la méthode. Et on s'inscrit dans du temps long. Et on s'était aperçu sur des petites entreprises que certaines pouvaient abandonner assez vite parce que le territoire est immense et qu'il n'y avait pas forcément la méthode et le conseil sur lequel elles pouvaient s'adosser et avancer. Et puis d'autres qui abandonnaient justement assez vite parce qu'elles étaient un petit peu perdues. Donc on impose vraiment aujourd'hui dans cette assurance prospection accompagnement dédiée aux primo-exportateurs qu'elles travaillent avec un conseil qu'on aura agréé. Donc les conseils agréés Team France Export et également des partenaires privés. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait ce conseil qui va, on espère, éviter de leur éviter d'abandonner et qui va les accompagner pendant les 2 années. Donc la dépense est éligible. Alors comment fonctionne l'assurance prospection? Vous voyez, on retrouve un peu l'assurance prospection accompagnement, hein, le même schéma que l'assurance prospection classique, sauf que là, on a une période de prospection qui dure 24 mois et pas 36 mois possiblement. Donc, c'est uniquement 24 mois. Vous signez le T0, non, T0, donc c'est la date de prise en compte des dépenses. Dans les 2 cas, on prend toujours des dépenses à venir.
On ne prend pas des dépenses réalisées préalablement. Donc, la prospection démarre avec une date de prise en compte des dépenses, la signature du contrat d'assurance prospection et le versement de l'aide qui se fera sous réserve que l'entreprise nous ait produit justement le contrat de prestation qu'elle aura signé avec son conseil. Et dès qu'on a ce document, on peut faire la première avance de trésorerie qui est de 50% de l'aide. Donc 50% des 65%. Le solde, pareil que tout à l'heure, va être versé à l'issue de la période de prospection. Sur la base des dépenses réellement engagées, on va recalculer l'aide. L'État nous demande d'ajuster l'aide aux dépenses réelles et c'est bien normal. Et puis, on va également demander à votre conseil de nous produire le bilan de sa prestation. Et la société devra également à cette période nous déclarer donc, les pays visés sur lesquels elle a travaillé et les dépenses engagées. Derrière, il y a toujours la période de franchise pour que le chiffre d'affaires export décolle. Et puis, à l'issue de cette période, on vous demande de nous déclarer le chiffre d'affaires export que vous avez fait pendant la période de prospection et la période de franchise dans les pays. Et puis, en fonction du chiffre d'affaires déclaré, on reprend la règle de calcul, les fameux 10%. On détermine la somme à rembourser et celle-ci est étalée sur 36 mois. Voilà, donc, je ne m'étale pas plus sur ce schéma parce que finalement, il est redondant. Excepté quelques modifications, il reprend vraiment le profil de l'assurance prospection classique. Voilà, ce qu'il faut peut-être retenir pour bien identifier les différences entre les deux produits, c'est que voilà, alors on s'intéresse dans les deux cas à des sociétés immatriculées en France. On est toujours sur des sociétés qui vont exporter un bien ou un service. L'assurance prospection accompagnement donc va s'adresser plutôt à des primo-exportateurs qui font donc un chiffre d'affaires export inférieur à 1 million d'euros ou bien évidemment aucun chiffre d'affaires export. L'assurance prospection accompagnement impose quand même quelques ratios financiers, notamment d'avoir un résultat net supérieur à 0. Faire effectivement supérieur à 0 puisque, comme je vous le disais, il faut un premier bilan sur 12 mois qui fait apparaître du chiffre d'affaires de manière à s'assurer que l'entreprise commercialise un produit abouti et qui a déjà un certain retour positif du marché. Les entreprises, dans les deux cas, les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne sont inéligibles, mais je dirais que c'est un critère d'inéligibilité pour tous les produits BPI France, garantie, innovation, financement. Il ne faut vraiment pas que l'entreprise entre dans cette définition, donc on est assez à l'aise pour vous en parler et regarder en détail les choses et vous dire les solutions que vous pouvez le cas échéant apporter. Voilà, donc en assurance prospection accompagnement, on est sur des budgets de 10 000 à 40 000 euros. La période de prospection ne dure que 2 ans, contrairement à l'assurance prospection qui peut avoir une durée de 3 ans. Et puis finalement, après, vous allez voir, là, on est vraiment sur des critères qui sont très, très proches, quoi. Les remboursements, ce sont les mêmes modalités. Vraiment, après, les différences vont être sur la liste des dépenses éligibles. Alors là, j'ai du mal à la faire passer sur un seul, sur mon écran. Voilà. En tout cas, voilà, c'est bon. La liste des dépenses éligibles, vous voyez qu'elle est beaucoup plus restreinte en assurance prospection accompagnement qu'en assurance prospection. Comme je vous disais, on ne va pas prendre en charge en assurance prospection accompagnement des recrutements en France ou à l'étranger. On ne va pas prendre la rémunération forfaitaire d'un agent ou d'un distributeur, les dépenses d'adaptation des produits, les extensions de brevets, etc. On se focalise vraiment en assurance prospection accompagnement sur cette phase exploratoire où vous allez commencer à choisir des pays, plus ou moins définir votre stratégie et faire les premiers déplacements. Voilà.
qui vont vous permettre de générer un petit chiffre d'affaires. Et celui-ci vous donnera peut-être l'envie après d'aller dans une phase 2 avec des recrutements, la création de bureaux locaux. Et là, on pourra regarder pour vous accompagner autrement au travers d'une assurance prospection. Mais on est vraiment, vous voyez, sur cette phase exploratoire et cette phase de structuration de votre démarche export. Avec un conseil, j'insiste dessus, puisque c'est la pierre angulaire, l'aide n'est pas versée si le contrat n'est pas signé. Voilà, je pense que j'ai fini sur l'assurance prospection. Je regarde ma montre, je vais peut-être pas partir sur les autres produits et peut-être passer directement avec vous sur les questions que vous pourriez avoir, hein. Oui, Sabine, merci. Effectivement, si on est arrivé à l'heure qu'on Ouais. s'était fixée pour la fin de ce webinaire, donc peut-être que s'il y a des questions, oui, ce serait intéressant d'y répondre. Si vous permettez, juste une question concernant le dernier point d'entreprise qui commence à exporter, donc qui peuvent bénéficier de vos services. L'engagement de cette boîte de conseil, d'ailleurs, je trouve ça super de l'imposer, entre guillemets. Est-ce que les règles, le montant de la prestation est calculé d'avance, c'est automatique? Enfin, je veux dire, c'est 2 ans et c'est, je sais pas, 20 000 € ou 30 000 €. Est-ce que c'est lié au projet? Et deuxièmement, comment on le paye en termes de trésorerie? Je veux dire, parce que évidemment, lui-même va demander un certain règlement. Est-ce que c'est un règlement mensuel? Et donc, on aura les avances avec vous. Comment ça se passe, la règle entre ce conseil et BPI et l'entreprise? Alors, le conseil, il doit être déjà agréé par BPI France Assurance Export, donc il sera au fait du fonctionnement de l'assurance prospection également. Enfin, voilà. Le montant de sa prestation ne peut pas dépasser 10 000 € sur un budget maximum de 40 000 €. Et sa prestation, là après, libre à vous de signer le contrat avec lui. On ne va pas s'immiscer dans la rédaction du contrat que vous aurez avec lui. Libre à vous de voir le contenu de la prestation et les modalités de règlement. En tout cas, nous, pour vous aider financièrement, une fois qu'on a validé l'assurance prospection et que vous nous avez retourné le contrat signé avec cette personne, on va vous verser la moitié de l'aide, donc la moitié des 65%. Donc, sur un budget de 40 000 €, je n'ai pas ma calculette, mais ça fait peut-être... l'aide, je ne sais pas, 40 000 €, ça fait peut-être 23 000 € l'aide et on va en verser la moitié au démarrage. Donc, ça vous permettra d'avoir un peu de trésor pour que vous gérez après, comme vous le souhaitez, peut-être la mettre un peu de côté pour financer ce consultant, quoi. Et à l'issue de la période de 2 années, il devra nous produire son bilan pour qu'on sache comment il vous accompagnait, les résultats obtenus, pour s'assurer que sa prestation, peu importe les résultats, je dirais, parce que ça, on est bien là, nous, pour prendre ce risque à vos côtés, hein, qu'il y a un aléa, et c'est pour ça que vous sollicitez l'assurance prospection. Mais ce bilan a vraiment pour but de s'assurer qu'il a fait le job et que la démarche, elle a été sérieuse, quoi. Merci. La question va peut-être vous paraître surprenante, mais la France a pour spécificité d'avoir des territoires ultramarins qui peuvent être très éloignés et dans lesquels une éventuelle activité peut s'apparenter à de l'export, même s'il n'y a pas de problème de taux de change, il y a moins de risques réglementaires, etc. etc. Est-ce que ce dispositif serait envisageable ou est-ce qu'il faut flécher un autre dispositif et auquel cas, quel est-il ? Eh bien, c'est une bonne question et je vous devrais une réponse plus précise. Il me semble qu'on peut mettre en assurance prospection certains territoires d'outre-mer. Il me semble. Est-ce que je pourrais vous revenir sur ce sujet-là parce que Avec grand plaisir. je vais demander à Jennifer votre email et je vais vous répondre. Mais il me semble que certains territoires, on peut les mettre en assurance prospection. Et puis sinon, comment vous accompagner alors après, quelquefois, vous allez trouver ma réponse un peu fuyante, mais je me dis que la trésorerie est fongible. Donc, plus vous arrivez à financer d'autres projets dans le cadre des aides à l'innovation et plus indirectement, ça pourra consolider la trésorerie de la société pour aller partir. Après, il y a tous les prêts aussi que les banques distribuent.
pour les entreprises en création et que l'on garantit avec des quotités de 50-60%, quoi. D'accord, merci. Bien s'informer sur divers aspects réglementaires, mais aussi marché potentiel, partenaires, etc. C'est bien être accompagné parce que y aller tout seul, c'est prendre un plus gros risque, hein, évidemment. Ouais. Bien s'organiser, budgéter et puis aussi s'adapter. Donc peut-être effectivement réadapter ses ambitions en fonction au fil de l'eau, quoi. Ouais, mais c'est exactement. Enfin, pour moi, c'est ça, Jennifer, c'est vraiment la méthode, parce que le territoire est tellement immense, donc on a besoin de prendre les choses, voilà, de se rassurer en ayant une méthode, un fil conducteur. Et puis, bah, après, évidemment, il y aura des aléas, et nous, on l'entend bien, et du coup, vous serez plus à l'aise pour réagir et prendre des décisions et modifier les choses si vous aviez un peu un fil conducteur au départ, quoi, hein. On entend bien que les choses vont pas se dérouler comme vous l'aviez attendu. Ou imaginer. Oui, c'est évident. Emery, qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, écoutez, bah, merci, hein. Non, non, ça va aller, je pense, pour ce matin. Et puis, bah, surtout, voilà, en effet, ne pas hésiter à nous relancer par la suite, parce que bah, on est là pour ça et on est disponible pour vous accompagner ou en tout cas vous aiguiller vers les bonnes personnes, le cas échéant. Très bien. Je vous remercie. Julien, un petit mot de la fin? Non, Non, pas de mot de la fin. Merci à tous. Et puis, on est disponible, les deux interlocuteurs que vous avez eus aujourd'hui et bien entendu l'équipe de la Technopole pour creuser ce sujet-là avec vous. Merci à tous.